Gilles va faire la conférence, vous expliquer un petit peu ce qu'on a découvert par rapport aux entités. Et puis après, si vous êtes d'accord, on fera une démonstration avec les baguettes. Tout le monde connaît ces baguettes-là? Non. Non? Alors ce sont des baguettes toutes simples, ce sont des baguettes coudées, vous voyez, qui tournent librement. Si je les fais tourner comme ça, il n'y a pas de frottement, il ne faut surtout pas qu'elles frottent, soient libres. Et donc ces baguettes-là peuvent servir à chercher de l'eau ou autre chose, des minerais dans certains pays. Et nous, dans notre pratique, on ne cherche rien, je les positionne au niveau du cœur et je vais les suivre. Et elles vont me donner des positionnements symboliques. En fait, dans notre méthode, on ne cherche jamais rien, on laisse la vie nous parler par des symboles. Donc je vous montre comment ça peut fonctionner. Si je me mets là et que mon intention pour vous montrer, c'est que les baguettes aillent par là, regardez bien, elles vont par là. Et elles vont aller peut-être, je ne sais pas où d'ailleurs, voilà, elles viennent fermer ici, vous voyez, sur le dossier. Et là, là peut-être qu'il y a un message, une problématique. Ou une entité. Ou une entité qui va concerner quelqu'un qui, depuis quand, on va chercher tout ça. Ça va? Eh bien voilà, je vais m'asseoir et puis tout à l'heure. Donc le thème de la soirée, ce sont les entités parasites énergétiques, qui est le thème d'un des livres qui est là-bas sur la table, que l'on a écrit, et avec une approche un peu originale, parce que la plupart des approches dans ce domaine des parasitages énergétiques va présenter les problématiques comme des problèmes, justement, et dont il va falloir se dégager, se séparer. C'est-à-dire qu'on va toujours proposer un nettoyage de ces parasites, alors que nous, ce n'est pas tout à fait notre démarche. On va plutôt chercher à utiliser le message de l'entité pour s'en servir comme éveilleur de conscience. Et après, dans un deuxième temps, on va faire le nettoyage, comme on pourrait appeler ça comme ça. Ça, c'est pour résumer rapidement déjà la différence de positionnement par rapport à la plupart des auteurs qui parlent de ce domaine, dans ce domaine-là. Alors comment nous en sommes arrivés là? Déjà par une pratique d'harmonisation de l'habitat et pas du tout une pratique de soins aux personnes. Pour nous, le début de notre démarche, c'était d'harmoniser des maisons, et notamment chez nous, parce que nous nous trouvions très mal chez nous quand on a acheté. Et on s'est rendu compte que l'habitat parlait en miroir, enfin, ou que quelque chose, en tout cas dans l'habitat, parlait à travers les baguettes, et quand on les suivait. Et on avait des messages symboliques qui nous interpellaient sur des problématiques inconscientes que l'on avait, et essayaient de nous éveiller à quelque chose. Ça faisait des sortes de rébus, hein. Les baguettes vont se fermer à un endroit, on essaie de comprendre, puis dès qu'on a compris, hop, elles vont à un autre endroit, et puis par des petits messages comme ça, comme une sorte de rébus qu'on met bout à bout, d'un seul coup on se dit, mais ah, c'est en train de me dire ça, comme s'il y avait quelque chose d'invisible, une intelligence qui parlait à travers les baguettes. Alors après, on a compris qu'effectivement, les baguettes, comme Rose les tient au niveau du cœur, elles font une sorte de médium, de pont, un médium ça veut dire un pont, elles font un pont entre le visible et l'invisible, et comme elles sont amplifiées par les mouvements, elles amplifient les mouvements du chakra en fait, et donc elles vont donner des messages qui sont déjà connus depuis la nuit des temps, hein, puisque la radiesthésie utilisait des pendules déjà du temps des pharaons, mais là ça va être des baguettes coudées, et sur le chakra du cœur, au lieu que ça soit des mouvements de la main, ça va être un mouvement énergétique du chakra qui va donner l'information. Et on utilise la radiesthésie et les baguettes toujours pour poser des questions. Et pour savoir oui, non, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, est-ce que ça veut dire ça ou ça. C'est pas notre démarche. Au début, on s'est rendu compte que sans poser de questions, on avait des messages, et que si on arrivait à les interpréter, on avait des réponses, et qu'après, ce qu'on appelle l'esprit du lieu ou l'intelligence qui guide les baguettes, nous donnait la solution. C'est-à-dire si par exemple dans un habitat pollué, on l'aborde comme ça, les baguettes commencent par pointer où se trouvent les pollutions, quel type de pollution, depuis quand elles sont là, si on pose la question on va savoir depuis quelle date, et après ça va une fois que l'habitant a pris conscience du problème qui est en interaction avec lui, après l'esprit du lieu donne une réponse en disant
voilà, mais il faut faire ça, et il n'y a plus de problème, ni dans l'habitat, et ce qui est très intéressant pour nous, ni chez l'habitant. Parce qu'on s'est rendu compte que l'habitat et l'habitant étaient des miroirs, et que en fait, tout ce qui concerne l'habitat était en général créé par l'habitant de manière inconsciente. Donc, on n'était pas dans un domaine ni de géobiologie, ni de feng shui, parce qu'en général, la géobiologie et le feng shui, eux, s'intéressent uniquement à l'habitat, mais pas à l'habitant. Sauf si on va en Chine, où là, le feng shui, vous savez, ils font de l'astrologie chinoise, ils prennent le thème astral des habitants, ils font des choses en relation avec l'habitant. Mais en Occident, c'est pas trop la pratique courante. La pratique courante, c'est de modifier l'habitat d'une certaine manière pour que les gens se sentent bien dedans. Donc, nous, on a démarré comme ça. On a eu des résultats qui étaient assez étonnants, puis on a eu des messages complètement bluffants sur des choses que tout le monde ignorait, aussi bien l'habitant que nous-mêmes. Pour une petite anecdote, pour vous dire jusqu'à quel point ça peut aller, on a un homme qui a retrouvé son père biologique à 41 ans, alors qu'il ne le connaissait pas. Sa mère avait eu une aventure avec un homme, et puis 41 ans après, le fils, là, il a décidé de retrouver son père biologique et de chercher en France un Portugais qui s'appelle Sanchez. Il y en a quand même un paquet. Et bien sûr, les détectives n'ont pas trouvé, mais les baguettes, quand on a harmonisé chez lui, ont pointé une boîte de pastilles Vichy concernant son père, une boîte de pastilles Vichy. Et bon, on s'est dit, tiens, peut-être que son père était à Vichy. Pas dans la boîte, hein, parce que dans la boîte, il est pas. Et un an après, il est venu, même 2 ans après, hein, 2 ans après, il est venu nous remercier. Alors nous, on ne se rappelait plus qui c'était, pourquoi, qu'est-ce qu'on avait fait avec lui. Il nous a dit, grâce à vous, j'ai retrouvé mon père. Parce que pendant 1 an, les détectives ont cherché mon père sans le trouver. Et j'ai lu votre compte-rendu d'harmonisation 1 an après. Je suis retombé sur la phrase qui était marquée « Peut-être faut-il rechercher le père à Vichy ». Et j'ai décidé de prendre le bottin. Il y avait 400 chaises à Vichy qui ne correspondaient pas vraiment à l'orthographe du soi-disant du père, ni le prénom. Il a envoyé 4 lettres. 3 jours après, il avait une réponse « Je suis votre père ». Alors, ça c'est étonnant, hein, parce que comment une intelligence peut dire 42 ans après ou 41 ans après à cette personne « Cherchez votre père à Vichy » en allant pointer une boîte de pastilles Vichy. Et le père biologique est là-bas, parce qu'on était 3 dans la maison, Rose, Gilles et cette personne. Aucun de nous 3 ne sait bien sûr que où peut se trouver le père biologique de cet homme. Il y a une intelligence qui le sait. Alors les psychanalystes appelleraient ça l'inconscient collectif. Les religieux appelleraient ça Dieu. On peut appeler ça l'esprit du lieu, en feng shui, de n'importe quelle manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui guide les baguettes, qui est intelligent et qui peut donner ce genre de message, sans qu'on lui demande. Et c'est ça qui est intéressant, parce que nous, on n'avait pas posé la question de... Le but de l'harmonisation, c'était pas de trouver le père de cet homme, hein. C'était d'harmoniser sa maison. Donc il y a une intelligence qui dit, vous faites ça, mais moi je vais vous donner un message, et qui a un certain but, parce qu'après cette intelligence, si elle fait ça, c'est qu'elle a un but. Et le but est toujours en rapport avec la personne pour un éveil de sa conscience. En l'occurrence, pour lui, on lui a demandé tout de suite, et pourquoi, qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver votre père? Parce que sinon, on va avoir tous les orphelins de la salle qui vont venir en demandant, est-ce que vous pouvez me retrouver mon père, ma mère? Non, non, ça ne marche pas comme ça. Si on pose la question, en général, ça ne répond pas, ou ça ne va pas marcher. Si on essaye de capturer l'esprit, ça ne marche pas. Il faut le laisser parler, s'exprimer lui-même. Et donc, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver votre père? Il me dit, bon, j'ai été déçu. Parce qu'en fait, je reprochais à mon père biologique des choses, et à mon père adoptif, ouais. Je reprochais à mon père adoptif des choses, je l'avais refusé, parce que le père adoptif, c'est jamais bon, hein, Et en fait, quand il a découvert son père biologique, il a retrouvé les mêmes choses en pire, et là, il a compris qu'il y a un idéal du père, et qu'il fallait faire le deuil de cet idéal. C'est-à-dire, même en retrouvant son père biologique, il était quand même obligé de faire le deuil de quelque chose de l'ordre du père.
Et comme il avait fait beaucoup de travail sur lui, il a bien compris le message. Et donc cette intelligence, elle donne des messages, mais parce que, vous allez voir tout à l'heure, elle a un but, elle a une intention pour vous. Pour chacun d'entre vous, elle a une intention. Alors comment cette intention va se manifester dans le thème qui nous intéresse? Eh bien en fait, nos corps énergétiques, nous avons des corps physiques, un corps physique, puis des corps énergétiques. Nos corps énergétiques, qui soient émotionnels, mentaux, karmiques, etc., sont des représentations symboliques aussi de différentes énergies comme l'émotionnel, pour le corps astral, la pensée pour le corps mental, et tous ces phénomènes psycho-émotionnels que nous ne voyons pas sont autour de nous. Et on peut penser que nous sommes victimes de ces choses-là, les entités de l'astral, les entités du mental, etc. Ce sont des bestioles qui nous envahissent, mais on peut aussi penser que nous sommes les créateurs de ces choses-là, parce que nous avons des émotions et nous avons des pensées. Et la vérité est sans doute entre les deux, c'est-à-dire que si on cherche à savoir comment s'est fabriquée une entité qui vient squatter quelqu'un, puisque c'est le thème de la soirée, on va parler de ça, bien en fait on va se rendre vite compte que finalement, je crois qu'il y a quelqu'un là. C'est pas une entité, ça. Non, C'est quelqu'un qui va entrer. On va se rendre compte, si on interroge la vie, on va se rendre compte que c'est difficile de savoir si la chose en question, elle a été créée par la personne ou si elle est une matière vivante de l'univers. C'est pas si simple que ça. En tout cas, c'est une forme d'interaction entre nous et l'environnement, et ça nous perturbe. Et nous, ce qui va nous intéresser dans notre démarche, c'est d'interroger cette forme de vie pour savoir quel est son message spirituel, s'il y en a un, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre. Voilà, c'est bon. Vous avez raté le meilleur. Mais vous avez quelqu'un qui va vous dire tout, qui va tout vous raconter. Donc les entités parasites, je commence la conférence, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut commencer par différencier différentes formes d'énergie que dans la littérature on amalgame un peu et nous ça ne nous plaît pas. Par exemple, souvent les gens quand ils parlent d'entités, ils pensent à des âmes de défunts. Et nous on n'utilise pas le même mot, on utilise le mot âme ou âme errante quand on rencontre une âme, et entité quand on rencontre une bestiole. Pour nous, une entité, c'est une forme de conscience autonome, bien sûr, mais plus de l'ordre de la bestiole, même si c'est une bestiole très intelligente, on va voir, mais pas une âme. Une âme, c'est autre chose. Si quelqu'un décède, l'âme sort du corps. Dans la tradition, on dit que c'est ça qui s'appelle l'âme. Elle sort du corps, elle retourne dans le ciel. Et l'âme fait des yo-yo entre le ciel et la terre. Enfin, elle fait un coup dans le ciel, elle se repose, un coup dans la terre, on travaille sur notre front. Tous ici, nous sommes des âmes dans un corps et nous travaillons. Je ne sais pas trop pourquoi. Si, vous savez. Et puis de l'autre côté, on se repose. Enfin, c'est ce qui se raconte un peu dans la tradition. Et ça, c'est une âme, c'est une partie soi-disant immortelle qui passe de corps en corps et de vie en vie. Et donc, cette partie-là, pour nous, quand on la rencontre, c'est quelque chose d'ordre spirituel. Ce n'est pas une bestiole qu'on doit chasser. On ne va pas chasser l'âme du grand-père en disant « bon, allez, dehors ». Il y a un rituel qui est fait dans toutes les traditions pour faire passer les âmes, et une âme, c'est pas une bestiole. D'accord? Après, quand on parle d'entités et de parasites énergétiques, le thème de la soirée, donc normalement ça ne va pas vous pointer des âmes coincées dans vos auras. Si c'est le cas, de toute manière, on le fera quand même, hein, mais ce n'est pas le but de la soirée. Le but de la soirée, c'est de voir un peu les parasitages qui viennent dans nos corps énergétiques, qui sont de l'ordre du psycho-émotionnel ou de l'ordre de l'éthérique, de l'ordre de ces formes de vie qu'on appelle des entités, des bestioles. En sachant que il y en a plein de formes différentes, que nous on a essayé de classer un peu dans le livre, parce que dans la littérature, il y a des choses qui font très peur, il y a des films qui font très peur,
mais ça ne sert à rien d'avoir peur de ça, parce qu'il y en a partout. Dans certains livres, on vous dit que partout autour de nous, ça grouille de ces formes de vie. Donc ça ne nous rassure pas quand on se balade et qu'on sort à 10 h du soir dans le noir. Bon, on est arrivé ici dans cette ville avec Rose, on est sorti de l'autoroute, on est passé vers un endroit qui est un ancien entrepôt, je ne sais pas quoi, là au bord du fleuve, et qui est complètement abandonné avec des tags partout. Vous voyez, il y en a plein de ces trucs-là. Là, c'est sûr qu'il y a plein d'entités, et d'entités de la nature notamment, qui aiment les dépotoirs, les déchetteries, les poubelles. Et si vous allez là-bas le soir, voilà, on a des frissons, si vous allez le soir là-bas et que vous avez peur, ce genre de bestiole peut s'accrocher à vous pour vous pomper votre énergie vitale. Il y en a plein dans la nature, il y en a dans les marais, dans les endroits glauques. Nous, on appelle ça des kouai, c'est un nom chinois, hein, ça veut dire fantôme, spectre, enfin. Les kouai de la nature, ce sont des formes de vie qui sont de l'ordre de la nature, donc qui sont comme les elfes, les fées, etc., mais pas tellement agréables pour nous, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vivre dans les sources d'eau fraîche et dans les forêts aérées, mais dans des, comme je vous ai dit, dans des dépotoirs. Elles vont aller squatter les fosses septiques, les cuves de fioul vides, des endroits pas agréables. Pour nous, ça ne veut pas dire que ces entités sont négatives. Ce sont juste des formes de vie qui se nourrissent de choses que nous, on n'apprécie pas. Par exemple, on peut, nous, aimer la salade, mais manger une limace, pas trop. Bon, c'est une forme de vie qu'on n'apprécie pas en tant qu'humain, une limace. Mais imaginez qu'il y a des entités qui sont des formes de limaces, quoi. Mais pas des petites limaces comme ça, des limaces de 20 mètres de long. Alors si vous allez dans un marais où il y en a une, nous ça nous est arrivé en Bretagne une fois, on a eu cette expérience-là, on s'est perdu parce qu'on avait suivi les baguettes pour trouver un menhir, un dolmen. Rose, elle était très branchée sur les entités de la nature, elle dit « Ah, ça va être magique, on va trouver le dolmen grâce aux baguettes ». Et on est rentré dans cette forêt de Bretagne, et tout de suite on est arrivé sur un marais. Et là, les baguettes nous ont dit « Tournez là ». Ah bon? On s'est dit « C'est bizarre parce que il semblait bien que sur la carte, c'était pas vraiment là, mais bon. » Puis si les baguettes nous disent de tourner, on va tourner là. Donc on commence à tourner, puis tourner là, puis on tournait en rond dans le marais. Puis ça commençait à nous picoter en bas du coccyx, là. Et donc à bout d'un moment, on s'arrête tous les deux, puis Rose elle nous dit, ça me gratte au bas du coccyx. Je lui dis, moi aussi. Et là, je regarde sur elle, et il y avait un truc qui faisait 20 mètres de long derrière, qui nous prenait notre énergie. Et bien sûr, elle manipulait les baguettes pour qu'on reste dans son marais, et qu'on ne sorte pas de son marais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé le lien avec elle, on a rangé les baguettes, on a regardé le soleil, la voiture est par là, et on est filé à travers la forêt pour rejoindre la voiture, et on a laissé tomber les baguettes parce qu'effectivement, ces formes d'entités, on verra dans l'exemple tout à l'heure, elles peuvent faire bouger les baguettes comme elles veulent, à distance. On en a même vu une fois un masque africain qui arrivait à faire bouger les baguettes à 30 mètres dehors. On était dans la rue et ça chassait les baguettes à plus de 30 mètres, et c'était juste un masque africain. Donc il y a des formes de vie qui sont très puissantes, hein, et ce n'est pas parce qu'on a un instrument de détection que l'on peut pas se faire balader. Il faut garder bien son esprit rationnel bien en place. Donc ces formes d'entités-là, normalement ici il n'y en a pas, parce que c'est un lieu propre, aéré, nettoyé. Chez vous il n'y en a pas, sauf dans les fosses septiques et dans les cuves de fioul, ou dans les caves mal aérées, tout ça. Et comme ce n'est pas les endroits où vous dormez, ce sont des entités qui ne nous gênent pas. Il faut juste savoir que quand vous allez dans un endroit pas sympathique comme ça, s'il y a ces formes de vie-là, elles vont essayer de vous pomper un peu d'énergie vitale. Vous allez le sentir très vite parce que vous êtes fatigué en moins de 5 minutes, vous êtes complètement naze, comme on dit. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un coup de barre là. Et bien là, c'est louche. Donc vous partez, vous allez ailleurs, vous allez vous mettre au soleil, tout ça s'arrête, et vous retrouvez votre énergie instantanément. C'est bon? Ça, c'est facile. Elles ne suivent pas. Non. Non, parce qu'elles n'aiment pas le soleil. Non, c'est des entités, bon, on va dire, qui préfèrent les marais, les trucs glauques. Et là, c'est quand vous allez dans ces lieux-là que vous les attrapez, sinon elles ne viennent pas chez vous. Donc ces formes d'entités, on vous en parle parce que ça existe, mais c'est pas
c'est pas bien méchant, je veux dire, sauf la fois où Rose dans le garage, elle a chopé une, et puis qu'elle était toute tordue, puis elle disait, je sais pas ce qui m'arrive. Et ça la tordait comme ça, et en 5 minutes, hein, ça te... Bon, après, on lui dit, allez, tu t'en vas, là, parce qu'elles ont peur de nous. Hein. Faut le savoir, elles ont peur de vous. Si vous vous avez peur d'elles, mais elles ont encore plus peur de nous. Bah oui, heureusement, hein, parce que sinon, imaginez. Donc vous leur faites boum, et hop, elles sont... Même celle de 20 mètres. Ouais. Oui. Mais il faut être dans votre puissance. Et comme elle est justement en train de pomper votre puissance, elle... ouais, si, c'est pas très méchant comme entité. C'est pour ça que je les compare à des limaces. C'est pas les plus agressifs. En fait, je peux dire quelque chose. Celle de 20 mètres, je pense que je l'ai accrochée parce que je rêvais un petit peu. J'étais dans l'idéal que les baguettes, les esprits de la nature vont me guider. J'étais pas bien là. À l'époque, j'étais pas bien ancrée quand même. J'ai un peu rêvé là. Et ça Parce m'a que bien non. descendu. Ouais. Parce que normalement, les baguettes auraient dû dire à Rose, attention, il y a une entité. Donc c'est parce qu'elle rêvait à Brocéliande ou je sais pas quoi. Et ben oui, quand on n'est pas, il faut se méfier. Bon, mais c'était nos apprentissages. Hein. En Bretagne, on avait beaucoup appris cette fois-là. Ensuite, il y a les entités de l'astral. Alors les entités de l'astral, ça serait marrant qu'on en cherche une là-dedans, il doit y en avoir, mais bon, c'est pour rire. Il y en a des petites partout qui se baladent partout. Alors, l'astral, c'est de l'émotionnel. Il y en a forcément dans une salle comme ça, peut-être derrière les chaises, par là. Puis pendant que vous êtes assis à m'écouter, elles vont venir derrière, puis essayer de vous piquer un peu d'énergie. Mais comme elles ne sont pas grosses en général, elles ne sont pas très méchantes, et puis elles ne s'accrochent pas dans nos corps longtemps. Elles ne s'accrochent que si on a une faille, et en général, elles s'accrochent plutôt sur nos vêtements que sur notre corps. Sur notre corps, il y a d'autres formes de phénomènes énergétiques qu'on appelle des nœuds émotionnels, qui eux, par contre, restent accrochés dans nos organes. Mais ce n'est pas le thème de la soirée, on ne va pas en parler. Mais les entités de l'astral, il y en a partout. Et elles sont plutôt branchées sur nos émotions. Donc quand il y a une grosse entité de l'astral qui s'accroche dans un endroit de votre maison, c'est toujours que vous êtes concerné. C'est pas possible, ou alors vous venez d'acheter la maison et ça concernait l'ancien habitant, mais c'est pas possible qu'une entité de l'astral soit dans votre maison sans que vous soyez concerné. Puisque elle, si elle vient, c'est pour manger. Donc si elle est chez vous, c'est qu'elle a à manger. Donc si elle a mangé, c'est que vous lui donnez à manger. C'est obligé. Alors vous lui donnez à manger de la tristesse, de la colère, de la mélancolie, de la peur, j'en sais rien, mais elle vient là parce qu'elle a à manger, sinon elle irait ailleurs, elle n'est pas folle. Ça va? Elle vient parce que vous lui donnez à manger, c'est comme un chien ou un chat. Si je les compare à des animaux domestiques. Donc ces entités de l'astral, elles vont révéler, en fait, notamment dans l'habitat, que vous avez une tendance ou une problématique émotionnelle ou une problématique psychologique qui entretient de l'émotion et qui n'est pas réglée, que vous avez besoin d'approfondir. Donc l'entité va nous servir à pointer ça chez l'habitant pour que l'habitant arrête de ruminer ou de reproduire ces choses-là, ces schémas, pour qu'après on puisse enlever l'entité et qu'elle ne revienne pas. Nous, on avait une expérience chez nous où chaque fois qu'on harmonisait, il y avait une entité de l'astral qui était sur un palier d'escalier, et ça faisait 2 ou 3 fois que les baguettes, tic, il y a une entité, bon, alors il faut la... Elles sont faciles à s'en débarrasser, il suffit de le donner à manger à des plantes. On les attrape, on les donne à manger à une plante, on les casse en petits bouts, la plante les digère. Le végétal digère l'astral. Mais par contre, le végétal ne digère pas le mental. Ça va? Retenez ça. On peut avoir des médicaments homéopathiques. Les élixirs de Bach traitent les états émotionnels. Mais on n'a pas de médicaments qui traitent les maladies mentales. Vous voyez, le règne mental, on n'a rien dans la nature pour le régler. Le règne astral, il y a plein de choses dans la nature qui permettent de régler ça, notamment les élixirs de Bach. Le physique aussi, on a des plantes, on a des minerais, on a des animaux, il y a des choses qu'on peut utiliser pour le physique, mais pas pour le mental. Pour le mental, c'est un peu... On est un peu coincé. D'ailleurs, vous avez vu que les maladies mentales se développent beaucoup. Vous avez vu ça, non?
Vous regardez pas le 20h de TF1 alors. Tous les jours, on a la tartine de gens fous sur Terre. Hein. Bon, s'il faut regarder quand même une fois de temps en temps. Nous, on l'a regardé, c'était il y a 2 mois. La folie continue. Bon, et bien ça, c'est mauvais signe parce que c'est les maladies qui se développent actuellement. Vous avez vu que toutes les maladies qui se développent, ce sont les maladies du cerveau. Parkinson, Alzheimer, tout ça, ces maladies dégénératives du cerveau. Donc on est en train de commencer les maladies, on n'est plus dans les maladies bactériologiques, la peste, tout ça, c'était avant. On est dans les maladies qui attaquent le cerveau maintenant. Et ça, c'est inquiétant enfin inquiétant. C'est la tendance et il va falloir trouver des solutions pour soigner le mental, puisqu'on n'en a pas. On n'a pas de solution, ni en psychothérapie, ni en chimio, on n'a pas de solution pour les maladies mentales. À part enfermer et shooter les gens, voilà. Donc c'est les recherches qu'il faudra faire dans les années qui viennent. Donc je reviens sur mes entités de l'astral. En fait, on arrive sur ce palier et il y a à chaque fois une entité de l'astral, on la donne à manger à une plante. Bon, on réharmonise 15 jours après, il y en a encore une, etc. Jusqu'au jour, sur la 3e ou 4e fois, j'ai vu une scène se dérouler. Il y a quelqu'un qui est tombé des escaliers et qui s'est éclaté dans le mur. Et qui a donc maudit, vous savez ce que ça veut dire, hein. Il a hurlé des jurons et des trucs horribles, et ça imprime le lieu. Donc ça fait une zone de grosse colère dans l'habitat, parce qu'il y a un humain qui a dit du mal. Maudire, c'est dire du mal. Et bien sûr, les entités, elles arrivent, où est-ce qu'il y a à manger? Hop, par là il y a de la colère, hop, elles se mettent dessus. Et donc on la retrouvait toujours au même endroit parce qu'en fait c'est une zone qui avait été imprimée, on appelle ça la mémoire des murs, imprimée de cette émotion. Donc là, quand on a compris ça, on a enlevé l'entité et après on a béni cet endroit. On n'a plus jamais eu d'entité à cet endroit. Ça va, vous voyez comment ça fonctionne? Bon, c'est des petits trucs marrants sur les gens comme vous. Il peut y en avoir dans les sacs, dans les chaussures, dans les chaussettes, dans les cols, un peu partout, mais ça a toujours un sens symbolique. Si une entité se met dans votre chaussure, c'est que vous avez un problème au pied. Ça va? C'est évident. Après, si elle se met sur l'écharpe, c'est que vous avez un problème de gorge, de s'exprime ou de chakra. Donc, c'est des petites entités pas très méchantes. Ensuite, on a repris cette classification, parce que c'est une classification que tout le monde connaît, qui vient de l'Inde, hein, les corps, le corps astral, mental et tout. Donc après, il y a des entités qui sont d'ordre mental. Et ces entités-là, elles sont beaucoup plus graves, entre guillemets, hein, elles sont beaucoup plus sérieuses, et elles peuvent, suivant l'endroit où elles sont accrochées, et là elles sont carrément accrochées dans les corps, elles peuvent causer beaucoup de dégâts. Et des dégâts dans des endroits du corps très différents. Une entité peut rentrer par exemple là sur le foie, et puis elle peut faire une racine qui descend à la jambe, et puis une autre qui monte sur l'épaule, et puis une autre qui va en haut sur le chakra là. Et si elle fait ces 3 racines-là, vous allez avoir des symptômes ici de problématiques de connexion, ici de douleur, et puis là-bas de, je sais pas, un pied tordu, ou qui se tord, et vous allez voir un médecin ou un thérapeute en lui disant j'ai ça, et il soigne ça, mais ça marche pas. Vous avez ça, un ostéo, il remet en place, ça tient pas. Et en fait, c'est parce qu'il y a une entité qui est accrochée ailleurs, et qu'on ne voit pas, et ces racines font que ça fait des symptômes dans 2-3 endroits du corps différents. Alors ce qui est intéressant, c'est comment cette entité-là arrive. Hein, après on va faire l'exemple. En fait, vous êtes parfaitement aligné, vous êtes bien, et un jour, il y a quelque chose qui vous déstabilise, un événement. Vous prenez une forme de quelqu'un de déstabilisé, ça fait un vide, dans le vide, il y a quelque chose qui vient. C'est là où je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas si cette chose, elle est déjà existante dans l'univers et qu'elle vient combler ce vide exactement, ou si c'est une création de vous. Parce que si vous faites comme ça, vous créez ça aussi. Si vous étiez là, regardez, vous êtes un, vous êtes comme ça. Si vous faites ça, vous créez un trou. Donc vous créez aussi ce qu'il y a dans le trou. Il y a des gens en énergétique qui disent que ça s'appelle un cliché. C'est comme un kuai chinois, c'est un cliché, c'est vous qui le créez. Mais peu importe, que ça soit une manifestation externe ou vous qui le créez, nous on va voir
un peu dans notre approche que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est un peu une forme externe parce qu'il y a une forme en dehors de vos auras, et puis un peu une forme interne parce qu'à l'intérieur de vos auras, il y a aussi ces racines. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est il y a eu un événement, et cet événement a créé une faille psycho-émotionnelle que vous n'avez pas pu gérer avec votre mental et votre émotionnel. Et dans cette faille va venir une entité qui va se nourrir de votre problématique et qui va la combler. C'est-à-dire, l'entité, en gros, elle va venir, elle va dire « Ne t'inquiète pas, je suis là, avec moi, tout va bien se passer ». Et cette entité, et nous, allons vivre, on dit, nous, c'est une histoire d'amour, on est mariés. C'est un mariage, hein. C'est un mariage d'amour, donc on a pas mal. On a mal longtemps après, des fois 20 ans, 30 ans après, quand on commence à se redresser, en progressant en conscience, et que l'entité, du coup, a du mal à s'accrocher, et que là, elle plante ses griffes, alors là, on la sent. Et là, on dit, oula, j'ai une douleur qui est apparue, et quand on dit aux gens, oui, mais cette douleur, ça remonte à l'âge de 12 ans, et là, la personne dit, non, 12 ans, c'est pas possible, j'en ai 40, et j'ai mal que depuis 2 ans. Ça me rappelle un cas d'une fille. Pour vous donner un exemple concret, elle avait des douleurs dans le dos qui ne passaient pas. Alors ça, quand on a des douleurs dans le dos, vous savez, quand chaque vertèbre, on a des points d'acupuncture autour, et puis quand chaque vertèbre, il y a un trou. Et en fait, dans le dos, on a beaucoup de choses qui peuvent rentrer, qui sont inconscientes, et qui peuvent être des entités, justement. Alors quand on a des douleurs dans le dos qui ne passent pas malgré les soins, c'est-à-dire on va voir des ostéos, ça tient 2 jours, on fait des infiltrations, ça ne marche pas, on fait les médecines classiques, les médecines parallèles, ça ne marche pas, ça peut être vraiment une entité. Donc cette personne, elle a toujours mal au dos, et on cherche, ça détecte une entité, et donc on cherche toujours la date de l'entité, depuis quand elle est là. Et Rose arrive à la date de 12 ans. Et on dit à la personne, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans? Elle dit, j'étais sur un cerisier, tout de suite, hein, la personne, souvent elle le sait tout de suite. Hein. Des fois elle cherche un peu, mais là elle dit tout de suite, j'étais sur un cerisier, je suis tombé, je me suis fracturé justement une vertèbre ici, au même endroit où elle a mal. Et voilà. Donc on pourrait penser là que parce qu'elle est tombée, qu'elle s'est fait une fracture, il y a une entité qui est arrivée. Pas du tout. Une entité, elle est psycho-émotionnelle. Elle n'est pas physique. Si chaque fois qu'on se fait une fracture, on a une entité, ça serait une entité plutôt éthérique à ce moment-là, et qui partirait dès qu'on irait mieux. Là, c'était une entité psycho-émotionnelle. On lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Elle dit, j'étais paralysé par terre, j'ai appelé ma mère, et ma mère m'a vu coucher au fond du jardin sous le cerisier, et elle m'a dit, c'est bien fait pour toi. Bah oui, mais sa mère ne savait pas qu'elle s'était fracturée une vertèbre. Hein. Sa mère, elle dit, qu'est-ce qu'elle me casse les pieds encore, ma fille. Et donc la fille, elle s'est sentie abandonnée par la mère, trahie, donc dans le dos, trahison, et ça fait une entité. Parce que ça, c'est faux. La mère ne l'a pas trahi, la mère, elle ne sait pas. Puis en plus, pourquoi elle est tombée de l'arbre, hein, et ça ressemble à une chute. La mer, c'est la matière. En symbolique, je vous ai dit hein, qu'on va chercher loin après, en symbolique. On va essayer de chercher s'il y a une dimension karmique derrière le schéma psycho-émotionnel. Et on va se rendre compte que peut-être cette fille, c'était une âme qui ne voulait pas s'incarner, pas descendre. Et du coup, un jour, elle est tombée de l'arbre. À 12 ans, c'est la puberté. Et en rapport avec la mère, ça lui fait ce choc. Et donc, il y a une entité qui vient à l'âge de 12 ans et qui commence à faire très mal quand elle en a 40. Parce que là, à 40 ans, elle fait un travail sur soi, elle commence à travailler sur cette dimension karmique de l'incarnation, du rapport avec la mère, qui est le rapport avec la matière. Et c'est là où l'entité commence à s'accrocher pour ne pas lâcher, c'est là où elle commence à avoir très mal. Et quand on va enlever l'entité, effectivement, il y a un travail d'enlever l'entité, mais il y a un travail de redresser la conscience de la personne, qu'elle voit son schéma à elle, comment elle-même a créé sa faille et son parasitage. Et à ce moment-là, les douleurs vont s'arrêter. C'est aussi simple que ça, le soin. Mais le gros travail, c'est le travail de la personne, de passer de sa position de faille à une position de « ça va, j'ai compris, c'est bon ». Parce qu'elle peut rester pendant encore 20 ans à accuser sa mère.
si elle reste à accuser sa mère, ça ne va pas régler son problème. Est-ce que vous suivez là? Hein, on est vraiment sur un travail personnel, on n'est pas sur un travail de dire, bah tiens, nous on s'est enlevé l'identité, on l'enlève, on la dégage, et puis voilà, c'est fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc si vous avez déjà compris le principe, là, vous avez déjà à peu près saisi où on veut en venir. C'est à peu près le thème de notre livre et de la conférence de ce soir. Moi, j'ai pas envie d'en dire plus comme ça. Ce que je voudrais, c'est peut-être répondre à une ou deux questions, si vous voulez, pour préciser, puis qu'on vous montre un exemple. Parce que c'est le plus passionnant, c'est les exemples. Mais est-ce que déjà vous avez des questions là? Déjà, vous êtes plein. Oh alors, parce que j'ai parlé quoi, 5 minutes là? Une demi-heure? On a tous alors Alors vous, allez-y. Oui, est-ce qu'on a tous des entités? Parce que tous, on est confrontés dans notre vie à des chocs émotionnels. Oui. Alors, c'est incontournable. Oui, est-ce qu'on est tous farcis d'entités? Oui et non. Oui et non. Parce qu'en fait, c'est pas tous les chocs psycho-émotionnels qui font une entité. J'ai commencé à le dire, mais je vous le précise. Ce sont les chocs psycho-émotionnels qui sont en lien avec un karma, en fait. Mais comme par hasard, je suis désolé de vous apprendre ça ce soir, votre karma, dès que vous allez naître, il va commencer à se matérialiser. Donc il y a même des entités qu'on chope à la naissance. Et c'est comme ça. C'est parce que le karma, il s'imprime tout de suite par des schémas psycho-émotionnels, et puis petit à petit dans le corps. Donc on pourrait dire que tous les événements un peu dramatiques de la petite enfance cachent une dimension karmique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher la dimension karmique, parce que enlever juste l'entité, c'est pas satisfaisant. Si on voit que l'âme a une dimension karmique, c'est-à-dire, c'est quoi le karma? Tout à l'heure, j'en parlais avec vous, mais je voudrais bien préciser ça, qu'on soit d'accord sur le mot. Le karma, pour la plupart des gens, c'est une punition. Ah ben, on a mal vécu, on a mal fait dans des vies antérieures, donc du coup, on revient avec un karma. C'est un peu comme ça que l'Inde nous a transmis le paquet. Et puis en Occident, nous, on est les chrétiens, on a dit, bon non, c'est pas le karma, c'est le destin. Mais en gros, c'est à peu près pareil. Hein, de toute manière, c'est son destin, ça veut dire, bon, on peut rien y faire. Hein. C'est pas tout à fait ça que nous, on entend par le mot karma. Le mot karma, il faut que vous soyez un peu dans cette croyance-là, hein, mais je vous l'explique comme ça. Imaginons que nous soyons tous des êtres spirituels qui cherchons à expérimenter cette spiritualité dans la matière. Ça va? Grosso modo. On va dire, nous sommes des êtres spirituels, on vient sur Terre pour expérimenter une partie de la divinité. Pas tout quand même, hein, faut pas exagérer. Pas tout d'un seul coup, mais un petit peu. Imaginons que mon âme, elle veuille expérimenter l'eau. Je dis ça, hein, qu'est-ce que c'est bon l'eau? Une bouteille d'eau, waouh, comme c'est bon. Est-ce que mon âme va naître en Amazonie où il y a de l'eau tous les jours et il en tombe des trombes et il y en a partout? Non, parce que là, elle va dire l'eau, il y en a ras-le-bol. Hein. Alors que si mon âme, elle va naître dans le désert, elle va dire, il n'y a pas d'eau ici. Et elle va chercher de l'eau. Parce que sinon, elle va mourir. Donc l'âme qui vit dans le désert, est-ce que c'est un karma de dire... est-ce que c'est son karma de chercher de l'eau? Oui. Mais est-ce qu'elle est punie en disant, oh ben oui, mais si elle manque d'eau dans cette vie, c'est parce que dans une vie précédente, elle a été méchante avec l'eau. Non, c'est peut-être tout simplement que le seul moyen pour qu'une âme aille expérimenter l'eau, c'est qu'elle se prive elle-même de l'eau. Et qu'elle se crée elle-même un karma où, si elle manque d'eau, elle sait qu'elle va aller en chercher. Et donc, le karma, à ce moment-là, n'est pas une notion culpabilisante, mais une notion d'évolution. Il faut que vous regardiez de quoi vous manquez vraiment, et vous dire, si j'en manque, c'est parce que j'en ai besoin. Et si j'en ai besoin, c'est que c'est mon karma. Il faut que j'aille le chercher. Et à ce moment-là, vous allez aller beaucoup plus vite dans votre évolution, parce qu'au lieu de croire que vous êtes puni, ça ne sert à rien déjà de croire qu'on est puni, puisqu'on ne peut pas vérifier. Mais au lieu de croire qu'on est puni et de se martyriser encore un peu plus, on ira directement à l'objectif en disant, bon, je retrousse mes manches, et je vais chercher de l'eau, même si c'est dans le désert. Et à ce moment-là, en disant oui à la situation, on va aller beaucoup plus vite qu'en disant non.
C'est clair pour vous le karma? Les jeunes, c'est bien, ils comprennent tout de suite. Là. Et ouais, mais c'est bien de comprendre ça à votre âge, parce que nous, on a commencé à l'en percevoir à 40 ans passés, et il y a des gens à 70 ans, ils n'ont toujours pas compris. Alors, après, ils disent, oh, mais toute ma vie, j'étais malheureux. Bah oui, mais c'est peut-être un choix aussi, quelque part, d'être heureux ou malheureux. Et à un moment, on ne fait pas les bons branchements, et on ne connecte pas ça. À cause de la culpabilité. Il y a un excellent livre sur la culpabilité. Donc, derrière nos dimensions psycho-émotionnelles, il y a tout le temps du karma. Si on arrive à aller voir nos dimensions karmiques, on va dégager beaucoup plus qu'une simple entité. Parce que tout ce qui est corps karmique va influencer nos schémas psychiques, nos comportements, nos émotions, notre relationnel et notre corps physique. Donc on peut faire lâcher en un seul soin beaucoup de choses. C'est pour ça que nous on va chercher ça. Et donc ici tout le monde est susceptible d'avoir une entité mûre. Ça c'est la deuxième notion. C'est on a tous des entités mais elles sont peut-être pas mûres. Comme si j'étais un poirier, j'ai des poires qui sont mûres et il y en a qui sont pas mûres. Donc ça ne sert à rien d'aller demander un soin pour vous nettoyer de vos entités parce que essayer d'arracher une poire pas mûre, ça résiste et manger la poire, elle n'est pas bonne. Alors que si vous allez sur un arbre, je prends vous, puis je dis tiens, là, ce fruit-là il est mûr, là c'est facile à le cueillir et c'est facile de vous libérer. Donc les entités qui sont mûres, c'est en général que la personne a déjà commencé à travailler sa conscience et que donc on va faire un travail facile, nous thérapeutes, et efficace pour le patient. Alors que si on veut enlever des choses qui ne sont pas mûres, nous c'est difficile à faire, et pour le patient ça ne lui sert à rien. Ça va? J'ai répondu à peu près? C'est la douleur qui montre que l'entité... Pas toujours la douleur. Hein, c'est pas forcément la douleur qui montre que l'entité est mûre. Ça peut, mais ça peut être d'autres choses. Comme pour l'exemple que je vous donnais, pourquoi ça pointe à ce jeune homme de 40 ans que son père est Adichie. Il y a une raison spirituelle que nous on ignore. Et, il avait un paquet de bonbons Vichy. Oui, il en avait un en plus. Comment ça se fait qu'il en avait acheté? Hein, l'inconscient. Mais c'est pour dire, on va voir, on va faire un exemple, puis on va voir qui ça désigne. Comme ça, vous allez voir que c'est pas forcément quelqu'un qui a mal. Ça peut être quelqu'un qui a mal, mais pas forcément.